Alors, ça ne veut pas dire forcément uniquement cultiver une qualité particulière, comme l'amour altruiste, mais aussi se familiariser avec quelque chose qui, jusqu'à maintenant, nous avait un peu échappé. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous avez un visage familier, vous le reconnaissez tout de suite. Par exemple, en Occident, souvent, vous parlez à des personnes extrêmement cultivées, vous leur dites, vous parlez de la nature de l'esprit, souvent, ça n'évoque pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes pas familiers du fait que nous sommes tellement pris par les tourbillons de pensées qui ne cessent de virevolter du matin au soir, nous ne sommes pas familiers avec l'idée ce dont on pourrait faire l'expérience derrière le rideau des pensées. Finalement, il y a quelque chose de plus fondamental qui permet toutes les pensées, l'imagination, les émotions, le souvenir, l'anticipation de l'avenir, cette faculté cognitive de base, cette conscience lumineuse qui permet toute chose, la faculté de connaître, qui est différente d'un caillou, par exemple, qui ne connaît pas grand-chose a priori. Cette faculté première qui définit la nature de la conscience, on dit lumineuse dans le sens, non pas qu'elle brille dans le noir, mais qu'elle éclaire, d'une part, mes perceptions du monde extérieur, mais mon monde intérieur. Elle éclaire mes propres pensées. C'est comme une lampe qui s'illumine elle-même. Elle n'a pas besoin d'une deuxième lampe pour s'illuminer. Donc cet aspect-là, nous ne sommes pas vraiment familiers avec cela. Nous en faisons rarement l'expérience. Donc, vous voyez, méditation, ce mot, se familiariser avec, entraîner son esprit, cultiver des qualités, ça recouvre un spectre extrêmement vaste de processus de découverte que l'entraînement, auquel vise l'entraînement de l'esprit. Oui, alors d'abord, c'est effectivement de reconnaître que ce qui permet tous les processus mentaux, c'est le fait d'avoir cette conscience de base qui est un peu comme, si vous voulez, la lumière, par exemple. La lumière me permet d'éclairer toutes sortes de choses. Mais la lumière en elle-même n'est pas modifiée. Si elle éclaire un tas d'ordures, elle ne devient pas sale. Si elle éclaire un monceau d'or, elle ne devient pas chère. Mais elle permet de faire ça. Elle n'est pas modifiée par le contenu, mais elle permet le contenu. Ou si vous prenez l'exemple d'un miroir, la qualité d'un miroir. Pourquoi est-ce que le miroir est un objet précieux qu'on peut garder toute sa vie? C'est parce qu'en fait, il permet une infinité d'images sans devenir vieux. Vous n'achetez pas un miroir qui est bon pour 1000 réflexions et après, il faut le jeter pour en acheter un autre. C'est-à-dire que les images qui apparaissent dans le miroir n'appartiennent pas au miroir, ne pénètrent pas le miroir, mais permettent toutes ces images d'apparaître. Donc c'est un peu comme cette conscience de base permet l'ensemble de ce qui se passe au sein de cet espace de faculté cognitive, mais n'est pas altéré, modifié. Et c'est aussi la raison pour laquelle on peut transformer le contenu de nos pensées, parce que si la haine, la violence, l'avidité, etc., étaient complètement dans la fabrique fondamentale, la texture fondamentale de notre esprit, on ne pourrait jamais s'en débarrasser. Si vous voulez que je me débarrasse de la couleur rouge, si j'avais un peu une tache de mousseline, comme c'est souvent le cas sur mon habit, il suffit de le frotter ou de le laver un petit peu. Mais si je voulais me débarrasser de la couleur rouge, il faudrait que je le détruise. Donc le fait que toutes les constructions mentales apparaissent au sein de cette faculté première de connaître, mais ne lui appartiennent pas intrinsèquement, c'est ce qui permet ce processus de transformation. La faculté cognitive de base, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Oui. Mais en côté, on peut dire qu'elle est bonne parce qu'elle ne recèle pas intrinsèquement les poisons mentaux que sont la haine, etc. Donc, une plus grande familiarité avec cet aspect-là. Il est évident que cette présence éveillée, si on peut l'appeler ça comme ça, du fait qu'elle est libre de ces poisons mentaux. Donc, si vous avez une certaine expérience de cela, vous voyez bien que cet état aussi est un état, effectivement, qui est lumineux, qui est pacifié, qui est libre de ces toxines mentales. Donc, la prise de conscience de cet état fait que lorsqu'une pensée d'animosité survient, bien vous la voyez venir d'abord très clairement, vous n'attendez pas que l'étincelle ait mis le feu à la forêt. Ouais. Et vous la voyez tout de suite, vous voyez sa nature évidemment indésirable, dans la mesure où elle entraîne de la souffrance pour autrui et pour soi-même. Et donc vous êtes à même, beaucoup plus, de laisser cette étincelle s'évanouir dans l'espace, plutôt que de tomber
sur une masse d'herbe sèche qui serait votre réactivité en quelque sorte. Vous avez la faculté de reconnaître et de faire l'expérience de cet aspect de présence éveillée. Qui est toujours là. Et alors évidemment, ça crée une sorte d'espace, si on peut dire, de non-identification. Si par exemple vous êtes en proie à une grande anxiété, moi ça m'arrive souvent, j'ai toujours peur d'arriver en retard dans les trains, pour les avions, donc je suis comme mon père 2 heures avant sur le quai de la gare en me disant où est le train. Mais en fait, si je m'identifie à cette anxiété, je suis l'anxiété. C'est-à-dire que, en fait, c'est ça qui me caractérise mon esprit maintenant. Mais si je regarde avec cette pleine conscience l'anxiété, ce qui est conscient de l'anxiété n'est pas anxieux, il est conscient. C'est ça que vous appelez la conscience lumineuse. C'est ça la conscience lumineuse dont vous parlez, cette présence. C'est plus profond que ça, mais disons simplement déjà le fait d'avoir un espace, d'être conscient de l'anxiété, de l'agressivité, etc. Finalement, cet espace, plus vous restez avec lui, il a une tendance à s'agrandir, tandis que l'anxiété, la peur ou autre chose a tendance à perdre de sa force, de son pouvoir de contrainte. On donne l'exemple dans le bouddhisme, cette conscience, cette présence éveillée, un peu comme le soleil qui se lève le matin, et les pensées solides sont un peu comme la gelée blanche qui peu à peu fond au soleil. Donc, c'est pas immédiat, mais peu à peu, quelle que soit la construction mentale qui vous tourmente ou qui vous incite à tourmenter les autres, en la regardant avec cette présence éveillée, eh bien, peu à peu, elle perd de sa force, de sa présence, et puis, finalement, elle s'estompe. Donc, l'intérêt de ça, c'est que vous avez évité, finalement, 2 extrêmes. L'un qui consisterait à supprimer ou à réprimer une pensée de colère, d'agressivité. Parce que là, c'est un peu comme une bombe à retardement que vous mettez sous votre chaise, ça ne vous avance pas à grand-chose. L'autre qui consisterait à dire non, 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 il faut laisser la colère s'exprimer. On a beaucoup dit ça dans le passé. Alors on allait, à l'époque, on payait pour casser des pianos, etc., etc., parce qu'il faut laisser ça. Et ça, on a bien montré que plus vous faites ça, plus vous êtes facilement en colère et plus souvent. Donc en fait, vous ne faites que renforcer ces tendances. On avait expliqué ça une fois au Dalai Lama. Et vous savez, dans ces cas-là, que vous êtes vraiment énervé, en colère, vous pouvez choisir entre vous taper la tête contre les murs ou contre un oreiller. Et le Dalai Lama, qui a le sens pratique, a dit « je préfère l'oreiller dans qu'à faire ». Le fait qu'il y ait des enchaînements automatiques, c'est-à-dire, quand on dit automatique, ça veut dire que c'est des enchaînements, une réaction en chaîne qu'on ne maîtrise pas. Mais ça ne veut pas dire qu'elles sont totalement mécaniques, loin de là, ni qu'elles sont inconscientes. Simplement, si vous voulez, on ne les maîtrise pas, on est un peu comme pris dans le flot d'une puissante rivière. Donc on est emporté par nos propres constructions mentales et on devient l'esclave de nos pensées. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est mécanique dans le sens de non conscient et puis inconscient dans le sens qu'on ne s'en rend pas compte parce qu'on est distrait, mais non pas parce que c'est enfoui quelque part dans un soi-disant subconscient, parce que du point de vue de la méditation, la notion d'inconscient, c'est comme si vous disiez est-ce qu'il y a des zones d'ombre au milieu du soleil ? Donc dans la pleine conscience éveillée, la notion d'inconscient n'a pas beaucoup de sens. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, que dans le cerveau, il y a 90% des processus dont on n'est pas conscient, parce que ça prendrait, s'il fallait être conscient de tout ce qui se passe dans le cerveau, on en passerait notre vie à ça. Donc c'est normal qu'il y ait des mécanismes dont on ne se rend pas compte, on n'est pas toujours conscient de la façon dont notre cœur bat, dont le sang circule dans notre corps, mais ça c'est une autre affaire. Sangye. Sang, ça veut dire clarifier ou purifier tout ce qui est à purifier. C'est-à-dire que toutes les zones d'ombre ont été remplacées peu à peu par la lumière. Mais ça, ce n'est pas un processus instantané. C'est peu à peu, la lumière se répand et l'ignorance, la confusion mentale, la distorsion de la réalité laisse place à une adéquation entre la façon dont on perçoit les choses et la façon dont elles sont, etc., etc. Donc il y a cet aspect de purifier, non pas parce que notre nature fondamentale est impure, d'après le bouddhisme, la nature du Bouddha est en chaque être, c'est un peu comme une pépite d'or. Mais une pépite d'or, elle peut avoir été des siècles enfouie dans sa gangue, elle peut être tombée dans la boue, ou même pire, dans un amas d'excréments, mais l'or lui-même n'a pas changé. Donc ce qu'on appelle purifier, c'est un petit peu un processus d'écarter ce qui masque la nature fondamentale de l'esprit ou de la bouddhéité. C'est un petit peu comme si
si vous pouvez être une centaine d'années dans un pays où il y a constamment le ciel est couvert, c'est-à-dire qu'il y a constamment des nuages, mais le soleil derrière et le ciel bleu n'ont jamais cessé un instant de briller. Donc c'est plutôt écarter ces voiles, écarter ces nuages, et c'est ça, en ça que consiste le chemin. Donc naturellement, ça peut être qu'un chemin progressif, parce que si vous avez un ciel rempli de nuages, c'est peu à peu que ces nuages se dissipent, à la suite de causes et de conditions que vous amenez par la pratique spirituelle. Donc dans ce sens, c'est finalement redécouvrir notre nature véritable, mais c'est pas si facile que ça. Donc attendez, donc la deuxième sang, c'est clarifier, gai, ça veut dire développer, c'est-à-dire dans le sens de s'épanouir, comme un bourgeon qui maintenant est pleinement épanoui, donc c'est le plein épanouissement de la connaissance, de la sagesse, de la compréhension de la nature de la réalité, et de toutes les qualités d'amour inconditionnel, etc., qui accompagnent cette connaissance ultime. Quand on parle souvent de l'éveil des consciences, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus ordinaire. Par exemple, l'éveil des consciences par rapport à des violations des droits de l'homme, l'éveil des consciences par rapport au sort infâme que nous réservons aux autres espèces. Ça, c'est une prise de conscience parce que nous avions jusque-là détourné le regard ou nous n'étions pas mis à la place de l'autre. Kafka disait « La guerre, c'est un prodigieux manque d'imagination ». Donc de ne pas s'imaginer aussi poisson, de ne pas imaginer un animal dans un abattoir. 15% des animaux, au moment où ils sont découpés en morceaux, sont encore conscients. Donc de ne pas s'imaginer ça, à ce moment-là, la compassion s'arrête au bord de l'assiette, ça c'est clair. Donc c'est une prise de conscience, c'est de voir la réalité telle qu'elle est. Si vous examinez la matière, par exemple, vous pouvez descendre de plus en plus petit, vous avez cette table, ensuite vous avez de la sciure de bois. Si vous la réduisez en morceaux, d'abord des morceaux, ensuite la sciure de bois, ensuite vous allez trouver différents types de molécules, vous allez rentrer dans les molécules, vous allez apercevoir que ce qu'on dit, un petit noyau avec des électrons qui tournent, finalement c'est une image qu'on enseigne encore dans les écoles mais qui ne correspond pas à la réalité. Vous avez des ondes de probabilité qui se résolvent en particules quand on les observe d'une certaine manière. Donc vous arrivez à la physique quantique, ou vous arrivez au quark, vous arrivez à tout ce que vous voulez, vous arrivez au supercorde avec 11 dimensions, et puis à un moment donné, la question de Leibniz, pourquoi est-ce que c'est là plutôt que pas là, à moins d'amener un Dieu créateur, vous êtes bien embêté. Donc ce que vous faites, c'est vous constatez que les phénomènes, qu'ils soient aussi solides qu'ils l'apparaissent ou pas, ça c'est une autre question, ils se manifestent. Donc le déploiement du monde des phénomènes, c'est comme ça, il est là. Alors bien sûr, il n'est sans doute pas aussi solide qu'on lui prête, il n'a sans doute pas de réalité intrinsèque, etc., etc. Mais simplement le fait qu'il y ait un déploiement des phénomènes, c'est ce qu'on appelle un phénomène premier. On ne peut pas se dire pourquoi il est là plutôt que pas là, il se trouve qu'il est là. Alors, dans le domaine de la conscience, le problème le plus souvent, c'est qu'on n'arrête pas. Alors c'est comme de passer constamment, quand ça vous arrange, de la mécanique classique à la physique quantique. Alors quand vous voulez quand même que le monde existe, c'est solide, alors vous parlez de la mécanique classique, puis à un moment donné, vous voyez les principes de la mécanique quantique qui défient l'imagination que nous avons, comme si un caillou pouvait en même temps être le caillou, et puis les ondes qu'il crée autour. Enfin bon, il y a une inconsistance pour l'esprit qui veut enfermer les choses dans des concepts solides. Donc dans le domaine souvent de la conscience, on alterne souvent entre la perspective à la troisième personne, c'est-à-dire des corrélations, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau quand je pense à la couleur bleue, quand je pense à l'amour, quand je suis empli de colère, ou etc., etc. Alors on peut effectivement faire des corrélations, mais ça ne vous renseigne en aucune façon sur la nature de l'expérience. Qu'est-ce que c'est que de voir la couleur rouge, du point de vue de l'expérience vécue, de ressentir de l'amour, même si vous décrivez. Et ça, comme disent certains philosophes de la conscience, le problème facile à résoudre, qui n'est pas facile, ce serait le brain project, c'est-à-dire de décrire jusqu'au neurone près exactement tout ce qui se passe à tout moment dans la conscience. Ce ne sera pas beaucoup plus avancé parce que vous ne saurez toujours pas ce que c'est que de ressentir de l'amour et de voir une couleur rouge. Donc l'expérience elle-même, c'est en fait ce qui précède tout. Alors, l'expérience à la première personne, c'est-à-dire, voilà, de même que je vais aller dans des niveaux de matière de plus en plus subtils, jusqu'à la physique quantique, par exemple, ou au vacuum quantique, qu'est-ce qui se passe si je prends ce qui définit la conscience, c'est-à-dire l'expérience,
et que je descends plus avant comme j'irai chercher les particules élémentaires ou le vide quantique. Eh bien, d'abord, je vois les pensées, bien sûr. Ensuite, je vois cette présence éveillée. À un moment donné, il y a quelque chose qui est simplement une faculté cognitive de base. Et puis là, je ne peux pas aller plus loin. Dans cette faculté cognitive de base, je vois mes neurones. Je ne sais même pas que j'ai un cerveau. J'ai passé 150 heures dans un IRM. On m'a dit que j'avais un cerveau. Je suis très content. Je suppose que j'en ai un. Évidemment, j'en ai un. Mais en fait, je ne le sens pas. C'est un des seuls organes du corps qu'on ne sent pas. Sauf quand, bon, s'il y a des méningites ou autre chose, mais le cerveau lui-même, il n'y a pas de terminaison nerveuse. Donc, je n'arrive pas du tout aux neurones, j'arrive à la conscience pure. Et à ce moment-là, de nouveau, je ne peux pas aller plus loin, donc pourquoi c'est là plutôt que pas là? C'est un phénomène premier. Donc ça, c'est très compliqué, il y a beaucoup de questions philosophiques, mais je crois que c'est ce genre d'approche qu'il faut poursuivre. Donc, si quelque chose comme le monde soi-disant matériel des phénomènes, donc il ne peut pas être créé ex nihilo, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir rien et puis quelque chose. On dit dans le texte bouddhiste, 1 million de causes ne peuvent faire exister ce qui n'existe pas. Parce que le néant, finalement, ce n'est pas quelque chose, évidemment, par nature. C'est l'idée qu'on a de l'absence des phénomènes. Donc l'idée de l'absence des phénomènes ne peut pas être une cause, c'est un concept. Donc le néant ne peut pas... Donc une création ex nihilo, ça n'a pas de sens. Parce que le néant n'a pas, évidemment par nature, étant l'absence de toute chose, ne peut pas agir comme une cause. Donc du coup, dans le bouddhisme, on dit un univers sans début, mais attention, quelque chose qui en fait est dénué de réalisance propre. Donc c'est pas, mais comment a-t-il tout ça, ce truc solide? Il faut bien que ça ait commencé quelque part. Mais le problème s'estompe si ce solide n'est plus aussi solide qu'on le pense. Donc vous voyez, c'est très subtil. Donc il y a deux façons de réduire la dualité cartésienne entre l'immatériel de la conscience et la solidité du monde. L'une, c'est de dire un réductionnisme physicaliste, c'est-à-dire que finalement la conscience n'est qu'une propriété de la matière. Ça, c'est ce que font par exemple les réductionnistes beaucoup à l'heure actuelle. Une autre, c'est dire tout n'est qu'esprit. À ce moment-là, on a aussi des problèmes de logique. L'autre, c'est dire ils sont ni l'un ni l'autre doués d'existence propre et solide, mais ils ont des qualia différentes. L'un est doué de conscience et est conscient de soi, l'autre ne l'est pas. Mais ce n'est pas des différences fondamentales. Donc tout ça, c'est un problème extrêmement riche et complexe. Et voilà, bon, dans le temps que nous avons aujourd'hui, je pense que c'est quelques éléments de réflexion. Donc de la même façon, si la conscience est un phénomène premier, de ce point de vue-là, elle ne peut pas non plus naître ex nihilo, mais elle vient de chaque instant qui l'a précédé, et elle ne peut pas non plus tomber dans le néant total. Donc c'est ça l'idée d'un continuum. Alors bien sûr, le continuum, ce n'est pas la métempsychose, ce n'est pas un petit bonhomme qui se promène au fil de tout ça, c'est un flot dynamique constamment renouvelé, impermanent, de conscience, mais qui est ininterrompu. Donc voilà.